l'Association aéronautique et astronautique de France. Je la représente ici comme président du groupe régional. Je dis aussi l'association CASP que préside Philippe de Rennes. CASP, il s'agit du patrimoine aérospatial de la région, qui a été représenté par toutes les industries, depuis Romano jusqu'à Sud Aviation, jusqu'à... C'est bon? Ouais. Jusqu'à Aérospatial et maintenant Thales Alenia Space. Il y a aussi des représentants de l'association dans laquelle vous êtes vous-même. Et puis, je dirais avec modestie que je suis également membre de l'Académie de l'air et de l'espace, où nous avons une section histoire. Donc, nous baignons dans l'histoire et nous l'aimons, voilà. En particulier quand elle concerne l'aviation et ses débuts, et tous les grands champions, les inventeurs, les pilotes, et tout le monde de l'aéronautique en général, qui aujourd'hui se pose des questions, mais dont on espère qu'il va survivre du mieux possible, parce qu'on a quand même toujours des facultés d'invention. Donc cette conférence de Mme Savag, elle est une conférence qui lui fait chaud au cœur aussi, puisque non seulement elle permet de célébrer un des héros de l'histoire de l'aviation, mais également elle permet de célébrer un de ses aïeux, dont Louis Blériot. Alors je vais lui laisser la parole. On a quand même un bout de temps, je ne sais pas combien dure. Entre 1h et 1h15. Voilà. Notre préférence, mais au fond c'est vous qui avez le choix, c'est que les questions se posent plutôt à la fin que dans le déroulé. C'est possible. Parce que ça permet au conférencier de ne pas perdre le fil de ce qu'il est en train, qu'il a en mémoire et qu'il est en train de dévider avec la meilleure intelligence possible. Donc, sauf s'il y avait vraiment un moment où quelqu'un bute sur quelque chose, on réservera plutôt les questions à la fin. Et dans ces questions, il peut y avoir des questions aussi bien vis-à-vis de Mme Savag, la conférencière, que des questions d'ordre général sur l'aviation, les temps qui courent, et même à l'astronautique, c'est-à-dire à l'espace, s'il y a des questions qui se posent, puisqu'on est encore au stade de l'exploration aussi. Voilà. S'il y a des questions sur l'espace, je vous laisserai la parole. Merci. Pas trop longtemps parce qu'il ne vous la rendra pas. Hein. Merci beaucoup. Voilà. Bien. Bonne audience. Alors peut-être on peut éteindre. Je vais aller éteindre. Oui, non, bougez pas, bougez pas. Alors apparemment c'est le bouton rond là. Alors je vais commencer par vous poser une première question. Voilà. Vous dire que j'ai plus de 75 ans, que je suis vaccinée, et vous demander la permission, si vous voulez bien, d'enlever mon masque. Oui, je pense que je suis vaccinée en plus, et je pense que, égoïstement pour moi, c'est beaucoup plus confortable, et ce sera plus net pour vous, je pense. Ça va? C'est bon? Oui. Je suis loin quand même. Je suis vacciné aussi, je risque rien. Voilà, ok, merci. Bon, merci infiniment de m'avoir invité pour faire cette conférence. Je suis d'autant plus impressionnée que je vais parler devant des spécialistes de l'art aéronautique. Donc, merci à vous, merci Guy d'avoir pensé à moi pour cette conférence. Donc, je vais vous parler des débuts de l'aviation, mais je vais surtout vous parler évidemment de quelqu'un qui m'est cher, qui est mon grand-père, Louis Blériot. Donc, je vais tout de suite, en quelques mots, vous dire, je ne l'ai pas connu, pour que les choses soient bien claires. Il est mort en 1936, moi je suis née en 1943, donc je n'ai pas eu l'occasion de le rencontrer. Par contre, j'ai très bien connu ma grand-mère, qui a été, je vous en parlerai, qui a été une épouse admirable, et qui est morte en 1963, donc j'avais 20 ans. Donc j'ai énormément de souvenirs d'elle, et ma mère qui est décédée également, ma mère a été sa secrétaire pendant 7 ans, et ma mère était très très proche de son père. Il a eu 6 enfants, et ma mère était celle qui était le plus proche de son père, qui a travaillé avec lui, et qui donc m'en a beaucoup parlé. Alors, l'homme de la Manche et son avion, donc je vais vous raconter cette aventure extraordinaire. Alors je sais bien que maintenant on se pose sur Mars, qu'on voit des photos, c'est absolument éblouissant.
on voit des photos de Mars à 2 500 000 kilomètres, etc. Et moi, quand je vois ça, je pense toujours à mon grand-père dans son petit avion tout fragile, la tête en l'air au-dessus de la Manche, et je me dis que finalement, il y a 115 ans, c'est pas tellement, et que les progrès ont été absolument extraordinaires. Donc, mon grand-père, c'est une famille du Nord. C'est une famille dont la généalogie remonte assez loin. C'était une famille de mulquiniers. Alors les mulquiniers, c'était une sorte de dentelle. Voilà, donc son père, son grand-père, son arrière-grand-père, etc. Tout le monde travaillait dans la dentelle, et donc ils vivaient à Cambrai, et ils ont eu 6 enfants. Mon grand-père a eu 6 enfants, et lui avait 2 frères et 2 sœurs. C'était une famille modeste, enfin une famille normale, ni très pauvre, ni riche, une famille de la petite bourgeoisie de Cambrai, donc, et très catholique, très pratiquante, et je pense que c'est quelque chose d'important parce que ça a joué certainement. Il a eu une éducation assez rigide, assez austère, qui a forgé un caractère solide, dur, assez rude. Ma mère disait toujours que son père était quelqu'un, elle avait un souvenir de quelqu'un de très aimant, mais de quelqu'un d'assez difficile, d'un caractère têtu, assez. Bon, il n'allait pas jouer avec ses enfants, il adorait ses enfants bien sûr, mais c'était pas quelqu'un de très joyeux. Mais je pense, à contrario, que s'il n'avait pas eu le caractère qu'il avait, il ne serait pas arrivé au bout de ce qu'il voulait faire. Vous allez voir toutes les tentatives qui ont échoué, et jamais il ne s'est découragé. Toujours il a pensé, il était têtu, il savait qu'il avait raison, que ses calculs étaient bons, etc. Donc il n'a jamais abandonné, ce qui fait que ce caractère l'a certainement aidé à réussir sa vie. Donc il est né le 1er juillet 1872 dans cet hôtel à Cambrai. Alors cet hôtel n'existe plus, il a été incendié pendant la guerre de 14, il a brûlé. Ne reste aujourd'hui que la porte, qui est une très belle porte en bois et qui se trouve au musée de Cambrai. Donc cet hôtel, voilà, coteau de Simecourt, et sur la porte de l'hôtel, voilà la plaque qui se trouve devant la porte, et voilà son acte de naissance. Alors il a fait ses études à l'Institut Notre-Dame à Cambrai, et voilà une photo de lui à l'âge de 8 ans. Alors on a tous des petits-enfants, et j'avoue que nos petits-enfants à 8 ans, d'une part si on les habillait comme ça, ils seraient peut-être pas très contents, et quand je vais faire cette conférence dans les écoles, parce que c'est formidable de la faire pour des enfants, parce que pour eux c'est une aventure incroyable, et qui voient ça, et ça les étonne beaucoup. Donc le voilà ici à l'âge de 8 ans. Et alors j'ai mis à côté, c'est pas du tout pour les comparer, mais ça m'a quand même frappé, c'est Churchill. Bon, Churchill est né 2 ans après, Churchill est né en 1874, et ce qui m'a frappé, c'est devait être une mode ou quelque chose à cette époque-là pour les photos d'enfants. Ils sont habillés de la même manière, ils ont la même posture, bon, je pense que ça se faisait comme ça à cette époque-là. Donc, ses études à l'Institut Notre-Dame de Cambrai, ça c'est les tableaux d'honneur de la classe de 3e. Alors, il a donc le 2e prix d'excellence et le 1er prix d'instruction religieuse. Donc, il a fait des études classiques, plutôt intéressé par la science, et il a quitté l'Institut Notre-Dame à Cambrai pour aller au lycée d'Amiens. Et là, c'était quelqu'un qui écrivait énormément. Il faut se replacer à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait rien de tout ça. Et il était très proche de sa mère, et il écrivait beaucoup à sa mère. Et ce que vous avez sous les yeux, là, c'est extrait d'une lettre qu'il a écrite, il avait 14 ans. Donc, et à l'âge de 14 ans, il a écrit à sa mère, « Oui, je vois combien la science est nécessaire à l'homme pour se créer une position quelque peu honorable. Eh bien, cette science, je l'acquerrai par mon travail. » Voilà, donc déjà à l'âge de 14 ans, on sentait que c'était un garçon volontaire qui travaillait beaucoup et qui avait l'intention de réussir quelque chose. Mais déjà, bon, il avait 18 ans, et donc il est né en 72, c'est en 1890 que Clément Ader va faire sa première expérience sur l'éole. Il avait 18 ans, donc, et ça l'a profondément impressionné. Il avait déjà dans la tête l'idée et l'envie de faire voler un plus lourd que l'air. Il était persuadé que c'était possible. Et donc, il disait aussi à sa mère, faut pas que j'en parle trop parce qu'on me prend pour un fou, parce que c'est à cette époque-là, évidemment, c'était pas du tout quelque chose qui était courant. Donc, il quitte Amiens, il va à Paris, et il fait je ne sais pas comment ça s'appelait à cette époque-là, aujourd'hui ça s'appelle une prépa. Donc il va faire sa prépa au collège Sainte-Barbe à Paris,
et il est admis en 1892 à l'école centrale, et il va y faire donc son cursus de 3 ans. Alors il y est admis 74e sur 243, il en sort 113e sur 207, me dit qu'il y en a 36 qui ont abandonné en route, et la mention qu'il a eue à la sortie, c'est devra mettre plus d'énergie dans son travail. Bon, quand on sait toute l'énergie qu'il va mettre à arriver à son but, à traverser la Manche et après construire des avions, c'est assez étonnant. Donc voilà, le trobinoscope, sa promo de l'école centrale. Et voilà, une photo de lui à 23 ans, toujours très sérieux. Et l'âge à laquelle donc il termine l'école centrale. Et il a fait, vous savez, en dernière année de centrale, il faut, je ne sais pas si c'est toujours le cas, il faut en tout cas à cette époque-là faire une thèse. Et il a fait sa thèse sur le gaz à acétylène. Alors le gaz à acétylène, j'en sais pas grand-chose, mais je sais en tout cas que c'est un gaz dont les atomes produits, ils sont assez faibles ou assez riches en oxygène, l'un ou l'autre, je ne sais plus. En tout cas, c'est un gaz qui a des propriétés éclairantes très 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 importantes. Donc il a travaillé pendant 1 an sur le gaz à acétylène, et donc il fait son service militaire à Tarbes, et il revient à Paris, et il crée sa propre entreprise d'électricité qui s'appelle et ça lui plaît pas, ça lui plaît pas, il a toujours cette envie quand même de faire quelque chose en rapport avec l'automobile ou avec l'aviation, quelque chose comme ça, et il va donc ouvrir au numéro 14 de la rue Duret. La rue Duret, c'est une petite rue qui va de l'avenue Foch à l'avenue de la Grande Armée, qui existe toujours, et si on fait Google Maps, je l'ai fait hier, pour voir ce qu'il y avait au 14-16, 2 numéros de la rue Duret, il y a encore aujourd'hui les vitrines, il y a 2 grandes vitrines. Donc il ouvre à cet endroit-là un magasin de phares. Donc tout ça pour être relié à sa thèse sur le gaz à acétylène. Donc voilà, ces publicités pour les phares. Voilà comment se présenter un phare. Il faut savoir que là, on est en 1902, 1903, et il faut savoir que bon, l'aviation n'est pas encore du tout quelque chose qui est répandu. Par contre, c'est le début des voitures, bon, toutes ces de Dion Bouton, de Launay Belleville, Pont Arlevassor, enfin toutes ces marques de voitures de cette époque-là. Et il faut savoir que c'était pas comme maintenant, c'est-à-dire qu'on n'allait pas chez le concessionnaire Renault acheter une Renault ou je sais pas quoi, on achetait une voiture nue, c'est-à-dire qu'on achetait une carrosserie et après ça on l'habillait comme on voulait. Donc il n'y avait pas de phare quand on l'achetait, il n'y avait pas de rétroviseur, il n'y avait pas de klaxon, et on pouvait aller acheter son phare n'importe où. Voilà, et donc voilà une photo avec la façade de la boutique. Alors la petite voiture qui est devant, c'est une voiture d'une firme néerlandaise qui s'appelait Spyker, et cette petite voiture est devant parce qu'elle venait d'arriver 2e. Elle n'a pas gagné, elle est arrivée 2e du raid Pékin-Paris en 1907, et donc elle est arrivée seconde. Elle a mis 63 jours, je crois, pour rallier Pékin à Paris. Donc elle avait des phares Blériot, bien entendu, donc c'était une bonne publicité. Donc voilà la façade du magasin, et voilà l'intérieur du magasin. Donc on arrivait, et puis on choisissait le phare qu'on voulait, et voilà, on le commandait. Alors voilà quelques publicités. Alors ça s'appelait pas des phares, hein. Ça s'appelle des phares depuis mon grand-père, parce qu'on a pensé que ça correspondait, ça éclairait comme un phare. Mais on appelait ça des fanaux à cette époque-là. C'était donc un fanal pour automobile. Donc voilà quelques publicités. Voilà la petite voiture. Bon, on commandait ces phares, on pouvait se faire livrer à domicile. Donc voilà la petite voiture qui venait vous livrer le phare et la petite étiquette, Blériot sur le bas du phare. Donc les phares Blériot illuminent aussi les visages. Ils vendaient également des klaxons, des manivelles Blériot, et ça marchait bien parce que c'était, je vous dis, les gens achetaient quand même pas mal de voitures à cette époque-là, et c'était les meilleurs phares. Donc pour lui, c'était bien, il gagnait pas mal d'argent, et il commençait déjà à le dépenser pour faire des premiers essais d'aviation, ses premiers dessins. L'argent commençait déjà un petit peu il rentrait d'un côté et il commençait à sortir de l'autre. Alors voilà, j'ai retrouvé une ancienne facture, donc appareil d'éclairage par l'acétylène. Donc c'est une facture qui date de 1903. Donc en 1905 va se tenir à Paris, au Grand Palais,
le premier salon qu'on appelle aujourd'hui de l'automobile, mais qu'on appelait à ce moment-là de la locomotion automobile. Donc, il n'expose pas de voitures, mais il expose des phares, bien entendu. Donc, il a son stand, Blériot, là pour vendre ses phares. Donc, ça marche bien également. Il commence à se faire un nom. Et entre-temps, en 1900, il s'est donc fiancé avec ma grand-mère. Alors, c'est quelque chose, je tiens d'elle, c'est pas une source qu'on raconte, après elle m'a raconté. Donc, elle était dans une famille de militaires, de Bagnères de Bigorre. Et c'était une famille donc de militaires aussi très, très sérieuse, elle ne sortait pas sans ses parents, etc. Et en 1900, pour l'exposition universelle, elle est venue à Paris avec ses parents. Et elle avait 18 ans. Et donc, ils vont déjeuner dans un restaurant qui s'appelait le Bœuf à la Mode, qui était rue Montpensier. Et mon grand-père allait déjeuner là, c'était un petit peu sa cantine, il allait souvent déjeuner là. Et il paraît qu'il est rentré dans le restaurant et qu'il a vu cette jeune fille qui était assez gaie, voilà. Il a vu cette jeune fille et il a dit tout de suite que c'était elle qu'il allait épouser, que voilà. Donc, évidemment, à cette époque-là, c'est pas comme maintenant, il a fait une cour comme on fait d'habitude, comme on faisait à cette époque-là, il a demandé la main, enfin, tout s'est passé, voilà. Donc, vous avez une photo ici des fiançailles, et voilà une photo de mon grand-père fiancé. Et ils se sont mariés un an après, ils se sont mariés à la fin de 1901, et ça a été un couple magnifique. Ils ont eu 6 enfants, 3 garçons et 3 filles. Bon, bien entendu, tous les enfants sont décédés maintenant, et nous restons aujourd'hui 7, nous sommes 7 petits-enfants sur les 6 enfants, voilà. Donc, ils se marient en 1901, donc voilà quelques photos de famille, enfin, donc le voilà à gauche avec ses 3 filles, et donc ma mère, c'est juste, donc ma mère est celle qui est là, à l'extrême là, avec les bras croisés, et c'est juste pour les voilà toutes les 3. Alors là, on est en 1968, c'est ici à Cannes, et voilà les 3 filles, donc ma mère est là, voilà, et elles sont toutes les 3 mortes, une à 95, l'autre à 96, et la troisième à 97 ans, voilà. Donc voilà, et voilà ici avec 2 enfants supplémentaires. Le 6e enfant, mon oncle Jean Blériot, est né en 1918. Donc il est né après la traversée de la Manche. Ces 5 enfants-là étaient nés, ma mère était née en 1903. Donc entre 1902 et 1908, il y a eu 5 enfants. Et quand il est parti pour traverser la Manche, couvert de dettes, etc., il y avait quand même 5 enfants en bas âge. Ce qui voulait, et ma grand-mère qui jamais ne l'a découragé, jamais lui a dit que c'est pas sérieux, etc., etc. Elle avait une confiance absolue en lui, elle était persuadée qu'il allait réussir, et donc jamais elle ne l'a retenu, empêché de faire ses essais. Donc ici, alors les voilà de nouveau, encore les 5, avec, alors il y a un petit chien par terre, je n'ai jamais entendu parler de ce petit chien, mais enfin il devait être important pour les enfants, parce qu'il est là sur la photo. Alors, mon grand-père, donc, n'a jamais donné de nom à ses avions, contrairement à d'autres. Il les a numérotés. Et c'est le 11 qui va traverser la Manche, donc il va en casser 10 avant, mais comme je vous l'ai dit, jamais se décourager. Donc voilà son premier dessin. Donc vous avez une photo ici en bas à gauche où il est dans son bureau, parce que donc le soir, il allait s'enfermer dans son bureau, il commençait à faire beaucoup de dessins d'avions, et voilà son premier dessin, il l'a appelé l'ornithoptère. Ornithoptère, c'est l'oiseau, voilà, c'est le symbole d'oiseau. Donc, je ne sais pas si vous êtes allés, ça fait penser à Léonard de Vinci, je pense à tout le monde ici, si vous êtes allés au Clos Lucé, près d'Amboise, visiter la maison dans laquelle il vivait, il y a dans le parc du Clos Lucé sa machine volante qui est vraiment très, très, très semblable à celle-là. Donc, et vous avez en dessous ici, voilà l'éole, qui ressemble aussi un petit peu, voilà, l'éole de Clément Ader, hein, qui a volé, enfin si on peut dire volé, en 1890. Alors il continue à faire ses dessins, à essayer de se perfectionner, et il rencontre Gabriel Voisin. Alors Voisin, ce sont 2 frères qui ont un nom aussi bien dans l'histoire de l'automobile que dans l'histoire de l'aviation. Alors Charles et Gabriel. Charles, c'était les voitures, et Gabriel, c'était les avions. Donc mon grand-père va s'associer avec Gabriel, cette association va durer 2 ans. Donc voilà l'affiche de Blériot Voisin, les voilà tous les 2, ici Voisin et ici mon grand-père.
Et ils vont construire un certain nombre d'avions. Enfin, on peut pas. Vous savez que le mot aviation est un mot qui existe depuis longtemps. Aviation, ça veut dire ça vient de la contraction de avis, qui veut dire oiseau en latin, et actio. Alors, le mot d'aviation a été créé avant que l'aviation n'existe. C'était l'action de faire comme un oiseau. L'action de voler comme un oiseau. Donc c'est de là que vient le mot aviation. Donc il faut surtout dessiner et construire avec du papier et des bouts de bois, des hydroplaneurs, parce que les essais se faisaient beaucoup sur le lac d'Anguin, et on disait que c'était peut-être moins dangereux si on tombait sur l'eau que si on... parce que à chaque fois, évidemment, ça se terminait mal. Voilà, et donc ici, voilà un autre essai sur le lac d'Anguin. Voilà à quoi ressemblaient les premiers aéroplanes ou hydro-aéroplanes. Et voilà comment, là on est ici à Bagatelle, mais voilà comment ça se terminait 9 fois sur 10. Alors là, donc, c'était des... Vous savez, on les voit moins maintenant, mais il y a eu à une époque ces espèces de globes, des petits globes en papier, c'était comme du papier japonais, où c'était blanc avec des petites... C'était rond, et bien c'est la même chose, c'était une espèce de papier qui n'était pas du tout solide, alors qu'on essayait d'imperméabiliser un petit peu, mais enfin c'était d'une fragilité extrême, et c'était des bouts de roseau, des bouts de bois, c'est tout, il n'y avait rien d'autre que ça, hein. Donc voilà, donc Gabriel Voisin et mon grand-père commencent un petit peu à se fâcher, et parce que ça marche jamais. En plus de ça, Gabriel Voisin savait pas nager, donc c'était toujours un problème. Et ils avaient tous les deux une conception diamétralement opposée de l'aviation, de la conception d'un avion. Voisin était partisan du biplan et mon grand-père du monoplan, c'est-à-dire biplan 2 ailes superposées, monoplan une seule aile. Mon grand-père disait toujours que les oiseaux, ils n'avaient pas besoin de 2 ailes une au-dessus de l'autre pour voler, avec une seule aile, ils volaient très bien. Et il disait donc il était persuadé que l'avenir de l'aviation était au monoplan. Bon, finalement c'est lui qui avait raison. Donc voilà, un petit peu, je vous ai mis quelques photos. Bon, vous êtes des spécialistes, mais quand c'est un petit peu moins des enfants, la différence donc entre un monoplan et un biplan. Alors, pourquoi un biplan à cette époque-là? Parce que bon, les moteurs à cette époque-là étaient puissants, étaient peu rapides et étaient très lourds. Alors, il paraît que la portance, si elle est répartie sur 2 ailes, il y a 20% de portance en plus. Voilà, que si c'est tout supporté par une seule aile. Voilà. Alors, mais l'avenir, bien entendu, a prouvé a fait que le monoplan était bien sûr l'avenir. Alors voilà, bon, je vous ai mis un des exemples de ce que mon grand-père qui était là, qui regarde son avion tomber, et à chaque fois il était à l'intérieur. Hein. Et bon, plus je tombe, plus je sens que j'approche du but. C'est-à-dire qu'il avait, on appellerait ça aujourd'hui de la résilience, enfin c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il tombait, il pensait toujours qu'il avait fait quelque part quelque chose, une erreur, une faute dans ses calculs, une faute dans quelque part, et que si ça marchait pas, c'était indirectement de sa faute. Donc il essayait de trouver, de faire de chaque échec quelque chose pour rebondir et pour comprendre pourquoi ça marchait pas et corriger ça pour le modèle suivant. Alors donc voilà, donc l'avion tombe, on fait venir la petite voiture à cheval, rattrape. Il faut continuer parce que c'est sûr, parce que mes calculs sont justes et que la solution est exacte et que je dois voler. Donc voilà, il est là, il regarde ce qui s'est passé, enfin voilà. Alors il va je dirais pas d'échec en échec, mais presque, jusque 1907-1908. Alors il n'est pas tout seul, bon je suis là pour vous parler de mon grand-père, mais il faut savoir, bon il n'est pas tout seul, hein. Il y avait toute cette époque, Santos Dumont, les frères Farman, Henri et Robert, je crois, oui c'est ça, Henri et Robert. C'était une époque où il y avait une concurrence, une espèce à chaque fois, à la fois ils étaient concurrents, puis à chaque fois quand même ils s'aidaient, ils s'entraidaient, enfin voilà, donc c'était tout à l'heure je parlais des voitures, et maintenant c'est un petit peu la même chose, faut savoir, ils s'allongeaient sur le ventre par terre pour regarder si l'avion se soulevait de quelques centimètres, s'il soulevait 10 ou 20 centimètres, c'était magnifique, enfin voilà. Et c'est en 1908 qu'il va donc avoir son premier succès, il a fait des petits vols, mais ça a été son premier vol, il a été le premier à faire un vol de ville à ville, c'est-à-dire qu'il a relié Toury à Artenay et retour, parce que la veille, Farman avait fait la même chose, mais il n'avait pas fait l'aller-retour, donc mon grand-père a fait l'aller-retour le 31 octobre 1908. Il a mis 2 heures en tout et pour tout, il est parti de Toury et il est revenu à Toury 2 heures après,
pour 14 minutes de vol, parce qu'entre-temps, le moteur a chauffé, il s'est posé, en fait, il a eu plein de pannes, mais il a fait donc son aller-retour. Donc là, on est en octobre 1908, et c'est là où il commence à prendre vraiment confiance en lui et à se dire que là, il a enfin réussi quelque chose de positif et que maintenant, il peut aller plus loin. Et c'est à cette époque-là, donc, que va arriver que le Daily Mail va lancer ce challenge pour la traversée de la Manche. Alors, juste un petit mot, avant de vous parler de la traversée de la Manche, juste quelques mots, parce que juste pour notre connaissance, sur le tunnel sous la Manche. Hein, il a été inauguré en 1994, mais il faut savoir quand même, parce que bon, c'est intéressant, que le premier projet de tunnel sous la Manche date de 1802. 1802, c'est encore Bonaparte, c'est le consulat, ça remonte quand même, ça va faire 120 ans l'année prochaine. Donc c'est le premier projet, complètement utopique évidemment, d'un ingénieur qui s'appelait Ambert Mathieu, et donc voilà, il y avait un tunnel, il y avait des petits trous avec des cheminées pour faire rentrer l'air, et ça permettait aux diligences de passer. Donc c'est la première idée de tunnel sous la Manche. Alors un petit peu plus tard, en 1857, un autre ingénieur français qui s'appelait Thomé de Gamon va avoir un projet qui, lui, va commencer à être réalisé. Ça a été fait, ça a creusé l'entrée, ça correspondait à peu près à l'endroit où on part maintenant. Donc voilà, ce tunnel il y avait un arrêt, enfin une sortie au milieu, et on arrivait de l'autre côté. Donc ça a été commencé. La reine Victoria était très intéressée, elle trouvait qu'elle était partie prenante dans ce projet. Et puis est arrivée la guerre de 70, et donc le projet a été abandonné. Donc on n'a jamais creusé, on a juste l'entrée du tunnel. Et un autre projet, alors ça c'est 1889, c'est Eiffel, c'est le viaduc de Garavit, c'est la tour Eiffel, c'est la pleine époque du fer. Et un industriel du Creusot qui s'appelait Schneider a fait ce dessin. Alors là c'est plus un tunnel, c'est un pont si vous voulez. Alors il y a 121 piles qui faisaient chacune 56 mètres de haut parce qu'il fallait que les bateaux puissent passer en dessous. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que la première travée côté français et la dernière travée côté anglais pouvaient pivoter de 90 degrés. C'est le système du pont-levis, si vous voulez. Donc si les méchants anglais voulaient envahir la France et réciproquement, on pouvait leur couper la route et faire tourner la travée, et donc ils ne pouvaient plus rentrer. Voilà. Alors donc, la traversée de la Manche, qui va être la grande aventure, bien entendu, de la vie de mon grand-père. Donc, donc ce sera le 25 juillet 1909, sur le Blériot, que voilà, c'est un joli dessin. Alors, avant mon grand-père, la première traversée de la Manche, j'aime bien, comme ça, un petit peu sur le plan d'histoire. Donc, la première traversée de la Manche, qui sera en ballon, et elle a été faite dans le sens Angleterre-France, et un Français, Jean-Pierre Blanchard, et un Anglais, John Jeffreys, qui vont mettre 2h25 pour aller de Douvres à Guînes. Guînes, c'est pas loin de Calais. Voilà, donc ça a été la première fois où on a traversé la Manche par la voie des airs. Mais donc le 5 octobre 1908, un journal anglais qui s'appelait le Daily Mail, dont le patron, Nordas Cliff, était passionné d'aviation, enfin voilà, a lancé, alors bon, c'était un petit peu aussi, on dirait maintenant, un coup de pub, enfin, etc., voilà, mais il a lancé un challenge en disant qu'il offrirait un prix au premier homme qui traversera la Manche par la voie des airs, entre le lever et le coucher du soleil, sans assistance extérieure et sans toucher l'eau. Voilà. Donc c'était en octobre, donc il n'a été traversé qu'en juillet. Donc tous les pionniers, enfin tous ceux qui voulaient pouvaient s'inscrire. Évidemment, il y avait des fantaisistes, en fait, etc., qui n'ont même pas été... Alors, des fois, je pense que ça n'a pas aucun rapport, mais je me dis qu'aujourd'hui, les marins qui partent pour le Vendée Globe aussi, c'est pareil, ils n'ont pas le droit d'avoir d'assistance extérieure, on ne peut absolument pas comparer les deux choses, mais ça reste aussi quand même une aventure humaine. Bon, mon grand-père, il n'y avait pas d'instrument, il n'y avait rien du tout, mais c'est quand même une aventure, il faut un mental, il faut un équilibre formidable, aussi bien pour partir dans les 60e, 70e hurlants, que pour traverser la Manche. Faut rapporter ça à l'époque. Donc il y a 17 concurrents qui s'inscrivent, il en reste 3 qui sont supposés être sérieux, donc le comte de Lambert, Hubert Latam et mon grand-père.
Alors, le comte de Lambert, lui, ne sera pas retenu pour la traversée définitive, ne resteront que la table et mon grand-père. Et le comte de Lambert, lui, s'illustrera, alors c'est pas une vengeance, parce que c'est après la traversée de la Manche, hein, mais vous savez, le comte de Lambert, voilà, je trouve une carte postale, il a été le premier homme, je crois que c'est au mois de, oui, le 18 octobre 1909, il a volé sur un biplan, hein, il a volé autour de la Tour Eiffel. Alors donc c'était aussi un exploit formidable parce qu'il a volé quand même assez haut au-dessus de Paris. Et donc Latham et mon grand-père ont été les deux. Alors Latham est parti le premier. Alors Latham c'est un Français d'une famille, il s'est fait tout seul, je veux dire, il n'a pas fait d'études, il n'a fait rien du tout, il avait une famille qui avait beaucoup d'argent, ses parents lui donnaient tout l'argent qu'il voulait pour construire ses avions, etc. Il n'avait pas de diplôme de rien, mais c'était un self-made man, voilà, on dirait ça aujourd'hui. Et donc c'était un homme qui avait qui faisait plein de choses, et il est mort en 1912, donc il est mort 3 ans après, et il a été écrasé par un buffle, hein. Il avait chassé en Afrique, c'était un aventurier, enfin un aventurier au bon sens du terme, hein. C'était un aventurier, donc il est mort écrasé par un buffle. Donc voilà son avion, c'est l'Antoinette 4, et donc mon grand-père était toujours à Paris, hein. Alors, il avait la jambe brûlée, il avait eu un accident grave à Constantinople où son avion était tombé sur le toit d'une maison, et donc il était tombé de 3 étages, il avait eu la jambe brûlée, et donc il marchait avec des béquilles que vous verrez dans le petit film. Et donc il était toujours à Paris, et il apprend le 19 juillet que Latham a décollé, et voilà, malheureusement pour Latham, bon, il a fait 10 km ou 15 km, 18 km, voilà, et son moteur a lâché et il est tombé, et l'histoire raconte qu'il a allumé une cigarette et qu'il a attendu que le Dragon, pour mon grand-père c'était les scopettes, mais chacun avait un contre-torpilleur qui traversait la Manche en dessous au cas où il y a un accident, donc Latham, voilà, et voilà le retour à Calais, Latham juchait toujours, vous le voyez, sur son avion, il est resté sur son avion avec sa cigarette, et il est revenu dans le port de Calais, et il a commandé à Gaston Bide, Antoinette c'était le prénom de la fille de Gaston Bide, et il a commandé à Gaston Bide un nouveau moteur, un nouvel avion pour que ça se passe très très vite et pour qu'il recommence. Donc mon grand-père à Paris apprend ça. Il se dit, bon, il faut que je me dépêche, il faut que j'y aille. Et voilà ce qu'il a dit le 20 juillet, quand il a appris l'échec de Latham. J'ai construit le numéro 11 avec toute la ferveur que mettent les naufragés à lier ensemble les planches de leur radeau. C'est tout pour moi que cet appareil, et c'est tout que je vais lui demander. Il y a un grand coup à frapper. Il faut tenter ce que personne n'a réussi, traverser la Manche. C'est périlleux, sans doute, mais baste, alors baste c'est une expression du Nord, je pense, mais baste, c'est encore la manière la plus joliment française de se jeter à l'eau. Donc il écrit ça, et le voilà parti, donc en voiture, avec l'avion en remorque, vous savez, les 2 ailes le fuselage était comme ça, les 2 ailes étaient repliées verticalement de chaque côté du fuselage, l'avion part en voiture, lui il prend le train avec ma grand-mère et 2 de ses mécaniciens, Mamet et ça va me revenir, donc avec le blanc, voilà, 2 mécaniciens très fidèles, parce qu'il faut savoir quand même qu'il était à cette époque-là couvert de dettes. C'est-à-dire que tous ces échecs, il ne gagnait plus d'argent, tout ce qu'il avait était englouti dans les avions, et il y avait 5 gosses quand même tout petits, et je vous dis couvert de dettes. S'il avait échoué, je ne sais pas du tout ce qui sera devenu de la famille, je ne sais pas, voilà. Bon, mais donc il est parti, la situation était quand même pour lui très très difficile, donc il prend le train, il s'installe à Calais, à l'hôtel Terminus, il met son avion, que voilà, vous voyez, voilà ici, voilà. Il met son avion dans une ferme de la famille Grignon, et cette famille existe toujours, hein. Il y a l'arrière-petit-fils de la famille Grignon qui est toujours là, à Sangatte. Bon, aujourd'hui ça s'appelle Blériot-Plage, mais enfin ça s'appelait pas Blériot-Plage à cette époque-là. C'était à côté de Sangatte, donc il met son avion dans une ferme, il est là avec la casquette, là. Voilà, et ma grand-mère est à côté. Donc il met son avion là, et tous les matins,
il va, il le met contre une botte de foin pour le sécuriser, et tous les matins, il va faire tourner le moteur, il le sort, évidemment, il vole pas, mais il fait tourner le moteur, tout va bien. Alors évidemment, ça c'est une photo d'époque, tous les gosses, évidemment, au mois de juillet, les enfants doivent être en vacances, donc tous les enfants, pour les gosses, c'est formidable. Donc il est là, lui, voilà, il est là. Donc il vient faire tourner son moteur, tout va très bien, tout marche très bien. Malheureusement, il fait un temps épouvantable. C'est le vent. Il y a un vent terrible, et pour ceux d'entre vous qui connaissent la région, quand il fait du vent là-bas, il fait du vent. Voilà. Donc il est exclu qu'il s'envole, donc il va faire ses essais, voilà, tous les matins. Et voilà, il envoie à un de ses amis un télégramme. Le 24 juillet, donc la veille, temps déplorable, partirait quand beau temps sera revenu, ne sait quand. Et là, on est le 24 juillet. Et donc il était à cet hôtel Terminus à Calais, ces deux mécaniciens étaient dans des chambres voisines, et toujours ce vent, le bruit du vent là-bas, et dans la nuit du 24 au 25 juillet, à 2h ou 3h du matin, le vent est tombé, tout d'un coup calme plat, et ce calme a réveillé le blanc qui dormait dans la chambre à côté. Tout d'un coup, ça le réveille, le silence le réveille, il ouvre la fenêtre, il voit que c'est tout calme, il s'en va cogner à la porte de la chambre de mon grand-père, qui n'a pas du tout envie de se lever, c'est ma grand-mère qui lui dit « faut y aller », etc. Finalement, donc il se lève, il y va, et donc il faut que ce soit avant le lever du soleil, donc entre le lever du soleil, après une fois que le soleil était levé, donc voilà quelques photos qui ont été prises, voilà, donc il est là dans son avion, ça c'est la photo à ce que l'on voit dans le... Et donc il va prendre son envol. Alors voilà, donc je vais vous passer un petit extrait du film qui est l'original du départ de la traversée qui a été filmé. Pour récompenser le premier aviateur qui réussirait la traversée de la Manche. Pas encore remis d'un grave accident, Blériot joue son bateau. Il faut qu'il vole le premier de Calais à Douvres. Rien ne saurait traduire avec plus de force le drame qui s'est joué pour ce père de 5 enfants à l'aube du 25 juillet 1909 que ces images, plus émouvantes peut-être en raison même de leur imperfection. Mais souvenez-vous que l'engin sur lequel Blériot affronte la Manche est équipé d'un moteur de 25 chevaux, n'a que 14 mètres de surface portante et pèse 300 kg, pilote et carburant compris. C'est un extrait d'un film qui a été fait sur mon grand-père il y a fort longtemps. Et là, vous avez juste une image de ma grand-mère. Elle était à Monte-Carlo, elle est morte. Et au-dessus de sa tête, vous voyez le morceau d'hélice qui s'est cassé à l'atterrissage à Douvres et qu'on reverra tout à l'heure. Donc voilà, alors je ne vous redonne pas toutes les caractéristiques. Ce que je peux vous dire en plus de ça simplement, c'est qu'il ne savait pas nager. Donc on avait mis dans l'avion une chambre à air au cas où, faire comme une bouée pour attendre. Et le bateau que vous avez vu dans le film, vous avez vu, et le contre-torpilleur l'Escopette, à bord duquel était ma grand-mère, qui donc était supposé lui marquer la route, enfin, le guider tout droit vers l'Angleterre. Alors voilà une photo qui a été prise au moment du départ. Voilà ma grand-mère avec ses jumelles. Il faut savoir qu'évidemment il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien du tout, et à bord il n'avait rien. Il n'avait absolument rien que son essence et sa chambre à air au cas où il tombe, pas de boussole, voilà, rien du tout. Et juste le carburant pour faire l'aller et évidemment pas le retour. Donc voilà ma grand-mère qui scrute le ciel, qui cherche son mari et qui, au bout d'un certain temps, ne le trouve plus. Alors voilà les marins de l'Escopette, vous voyez, qui le suivent. Et voilà le tracé de son vol. Alors donc il part de là, voilà. Et là il y a eu
une grosse rafale de vent qui l'a poussé vers le nord. Il a perdu un petit peu son chemin là, et heureusement il y avait une manœuvre de la flotte anglaise et des bateaux qui l'ont donc, il s'est dit bon bah il doit, comme il volait évidemment très bas, hein, il s'est dit bon bah je vais les suivre, ils vont forcément dans le port de Douvres, donc je vais voler au-dessus d'eux, et c'est effectivement ce qu'il a fait. Et 30 et quelques minutes après, il s'est donc posé sur une prairie en dessous du château de Douvres. Voilà, donc il est là, vous voyez. Alors vous voyez que l'atterrissage est quand même pas parfait, hein, il a cassé l'hélice, donc vous avez vu un morceau au-dessus de la tête de ma grand-mère tout à l'heure. Bon, il a abîmé sa roue, enfin il a bien abîmé son avion quand même. Et vous voyez donc il est là, les mains posées sur le fuselage, et à côté de lui il y a un journaliste qui s'appelle Fontaine, parce que je vous ai pas dit tout à l'heure que c'était associé au Daily Mail dans le challenge de cette traversée de la Manche, un journal français qui s'appelait Le Matin. Et ce monsieur Fontaine était le journaliste en charge de suivre l'aventure de la traversée de la Manche. Donc il était déjà parti là-bas et il avait dit à mon grand-père, je vais regarder un endroit plat, parce que les falaises de Douvres, d'abord elles sont hautes, et en plus de ça, c'est pas très plat au-dessus à l'arrivée, hein. Donc il a dit, je chercherai un endroit sur lequel vous pourrez vous poser, j'irai avec un grand drapeau français, et quand je vous verrai arriver, j'agiterai le drapeau pour vous dire que vous pouvez vous poser là, et vous le voyez, donc cet énorme drapeau qu'il a à la main. Alors voilà, juste un petit extrait, au risque, je vous ai dit tout à l'heure, donc au risque de tout casser, je coupe l'allumage à 20 mètres de hauteur, et maintenant au petit bonheur, le châssis se reçoit mal, l'hélice est endommagée, mais ma foi tant pis, j'ai traversé la Manche. Voilà, alors c'était quelqu'un de, on dirait, dans le langage du Nord, un taiseux, c'était quelqu'un qui était assez renfermé, qui était assez autant ma grand-mère était quelqu'un de très joyeux, il se complétait très bien, parce que autant lui était taciturne, était un esprit très têtu, un caractère, je vous l'ai dit, un caractère difficile, autant elle a toujours mis comme ça de la gaieté dans la maison, elle avait un caractère facile, elle était toujours de bonne humeur, enfin voilà, donc je pense que, on dit toujours que derrière chaque grand homme, il y a une femme, je ne vais pas dire que mon grand-père était un grand homme, mais je veux dire, on dit toujours que, voilà, il y a une femme, et je pense qu'effectivement, si ma grand-mère avait dit, attends, il y a 5 enfants, tu te rends pas compte, on n'a plus d'argent, etc., arrête, alors je ne sais pas ce qu'il aurait fait, mais je veux dire, je pense que ça a été très important pour lui, que ma grand-mère l'encourage toujours. Donc voilà, donc il atterrit, voilà, donc toujours, et vous voyez le château de Douvres, je ne sais pas si, voilà, là-haut. Voilà, c'est une prairie qui est en dessous du château, donc voilà, évidemment, ça se sait assez vite, c'est un événement, je dirais pas planétaire, mais bon, c'est un événement, bon, hein. Et voilà, donc une photo qui a été prise, une photo originale de l'arrivée, toujours avec, il avait posé son drapeau, non, il tenait son drapeau, hein, avec mon grand-père, toujours avec sa coiffure, là, parce qu'il avait la tête à l'air, hein. Et voilà, donc l'avion s'est posé comme ça. Et encore aujourd'hui, nous sommes allés là-bas en 2009 pour le centenaire de la traversée. Et en fait, on a, au lieu de faire un monument un peu prétentieux, un peu, etc., je sais pas quoi, en fait, quand on a enlevé l'avion est resté 2 ou 3 jours comme ça là, et quand on l'a enlevé, comme c'était sur l'herbe, quand l'avion a été enlevé, l'herbe, il y avait la forme de l'avion sur l'herbe, qui n'avait pas été piétinée tout autour, donc il y avait au centimètre près l'endroit précis où l'avion était posé. Et donc je vous dis, au lieu de faire un monument ou je sais pas quoi, on a fait ça. Donc l'avion, et ça a été restauré maintenant, mais c'est toujours comme ça. Bon, alors ils ont aménagé les alentours, etc., mais il n'y a rien d'autre que ça maintenant si on va là-bas. Donc mon grand-père atterrit. Et c'était la première fois que quelqu'un arrivait, donc un douanier s'est précipité et a rempli donc le certificat de la douane. Je sous-signais avoir examiné Louis Blériot, capitaine d'un navire, parce qu'il n'avait pas de formule près pour dire que c'était un avion. Je sous-signais avoir examiné Louis Blériot, capitaine d'un navire nommé Monoplan, et qu'il semble que d'après les réponses verbales qu'il m'a faites, il n'y a eu aucune maladie infectieuse à bord pendant le voyage, et que celui-ci peut continuer. Voilà, donc pas de Covid, pas de test, et donc évidemment le voyage peut continuer, mais enfin quand on voit ce document, donc il arrive, et pendant ce temps-là, ma grand-mère, dans une incertitude et dans une inquiétude terrible, ne savait pas qu'il était arrivé, hein, elle n'a pas pu lui téléphoner, rien du tout, hein. Donc c'est lui qui est parti, il est parti avec la petite voiture et il est parti sur le port de Douvres et c'est lui qui est allé accueillir ma grand-mère. Donc le voilà
qui lui fait signe en disant « tout va bien, je suis là », et les voilà les retrouvailles sur le port de Douves de ma grand-mère avec ce fameux manteau à carreaux qu'on voit partout. Donc voilà, un chaste baiser de félicitations et de bonheur. Et donc elle est repartie avec lui et ils sont allés tous les deux au pied de l'avion. Alors évidemment, beaucoup de monde. Voilà une photo originale. Donc les voilà tous les deux à côté de l'avion. Et voilà le télégramme que mon grand-père, quand je vous ai dit que c'était un taiseux, Douvres, hein, traversée faite. Voilà, pas la peine d'en dire plus, ça suffit, traversée faite, voilà. Donc le lendemain, les journaux, alors le journal Le Matin, bien sûr, qui était partie prenante de la chose, c'était un dimanche, hein, il a traversé la Manche dans la nuit d'un samedi à un dimanche, donc c'était le 25 juillet, c'était un dimanche, donc évidemment Le Matin, très fier que ça soit un Français, les journaux anglais également quand même, alors un petit peu... pas vexé, mais un petit peu déçu que ce soit un Français et pas un Anglais qui réussit ça. Et quelques jours après, le Daily Mail va faire tout un grand papier en disant que l'Angleterre n'était plus une île, qu'on pouvait maintenant arriver en avion en Angleterre, donc l'Angleterre n'était plus une île. Donc, évidemment... ça, c'est bon. Alors, tout ça, mon grand-père détestait ça. C'était pas du tout le genre de choses qu'il aimait, mais il fallait bien qu'il s'y plie. Donc, une réception par le maire de Douvres. Après ça, ils sont partis pour Londres, avec évidemment un accueil magnifique, parce que pour l'époque, c'était un exploit extraordinaire. Hein. Maintenant, c'est voilà, mais c'était pour l'époque quelque chose de voilà, à la Chambre des communes, et voilà, donc, les coupes, il a gagné, entre autres, puis il y avait donc 25 000 francs, ça fait quand même ça ferait beaucoup d'argent aujourd'hui, heureusement parce que ça lui a permis de rembourser ses dettes. Bon, donc voilà les coupes qu'il a gagnées, puis il est rentré à Paris, ils ont repris le bateau, hein. Ils ont pris le bateau cette fois de Douvres à Calais, le train de Calais à Paris, donc les voilà dans le train, ils arrivent à Paris, et voilà l'accueil absolument extraordinaire, honneur à Blériot, ils sont arrivés à la gare du Nord, et les boulevards, ça a été vraiment pour eux un triomphe. Et là, dans la petite voiture, voilà, donc les enfants sont venus à la gare du Nord pour accueillir leur père. Ma mère est la première là à gauche, la petite là, voilà. Donc, de là, évidemment, il va changer. Enfin, quand j'ai mis tout à l'heure qu'il avait 4 vies, c'est vrai, donc il y a eu maintenant, on va commencer sa vie d'industriel, si vous voulez, voilà. Donc, c'est un banquet au Quai d'Orsay, avec toutes les... Voilà, il prononce un discours, ma grand-mère, là, voilà, bon, plein d'honneur et tout ça, encore une fois, c'était pas du tout ce qu'il aimait, hein, mais voilà. Donc, il pose, voilà, Aéroclub de France, avec la coupe sur le... Et France a été suspendu, vous voyez, il est en l'air là. Alors le Matin avait son siège en fait boulevard Poissonnière à Paris et on a suspendu l'avion à une fenêtre au balcon du Matin. On voit bien là, voilà. Et va commencer pour lui une période, ce qu'on appelle les meetings, c'est-à-dire il a dans l'idée de construire des avions maintenant parce qu'il s'est dit que l'aviation est promis un très fort avenir et qu'il va se mettre à construire donc des avions et il faut qu'il aille voler pour montrer à l'étranger, etc., que ces avions volent bien et il se déplace lui-même, il va lui-même. Donc, en 1909, toujours au mois d'août, un mois après la traversée de la Manche, va y avoir à Reims cette fameuse grande semaine de l'aviation. Donc, vous avez sur cette photo, donc, de gauche à droite, Armand Fallière, qui était le président de la République de l'époque, à côté avec la petite moustache, Aristide Briand, qui était le président du Conseil, une tête que l'on voit là, entre les deux, qui est Alexandre Millerand, qui sera président de la République après, et puis mon grand-père, donc il va faire et le voilà, très fier, qui présente ma grand-mère à Armand Fallière, il présente son épouse, et il va donc faire... ça dure une semaine, et il n'est pas tout seul, hein, ils vont tous voler, il y a des prix de la vie. Il y en a eu un à Cannes en 1910, il y a eu une grande semaine de l'aviation à la Napoule en 1910, il y en a eu une à Nice en 1909. Donc voilà, donc j'ai mis ça, c'est une carte postale, hein, mais bon, alors voilà, le matin on amenait l'avion. Alors là, ici, j'ai oublié de vous... C'est Anzani, c'est celui qui a construit le moteur.
Anzani était un Italien très volubile qui était champion de motocyclette, et c'est lui, donc il était toujours avec mon grand-père parce que le moteur était un moteur Anzani, hein, c'était lui le concepteur du moteur. Donc voilà, il partait le matin comme ça, et voilà comment ça s'est terminé un jour. Il s'est pas fait mal, mais alors vous voyez, il y avait des tribunes, les gens venaient assister, c'est comme un petit peu comme un champ de course, donc les gens étaient dans les tribunes et vous voyez un accident qu'il a eu à ce moment-là. Et je vous parlais tout à l'heure de Constantinople, voilà, et vous avez là, c'est découpé dans un journal, hein, voilà, il est tombé comme ça sur une maison à Constantinople et donc il était à l'hôpital, et voilà ma grand-mère à son chevet. Alors en 1909, au mois d'octobre, tout à l'heure c'était le salon de la locomotion automobile, maintenant c'est le salon de la locomotion aérienne, le premier salon, toujours au Grand Palais. Et donc on va exposer, bien sûr, la vedette du salon sera le vrai, hein, c'est celui qu'on va rafistoler un petit peu. Vous voyez, on voit qu'il y a une hélice qui a été rajoutée comme ça, donc il va être un petit peu réparé et il va être exposé là. Et après, une fois que le salon va être terminé, on va l'emmener au Conservatoire des Arts et Métiers où il est toujours. C'est-à-dire que si vous allez à Paris, dans le Conservatoire des Arts et Métiers, il y a une chapelle qui est l'ancienne chapelle de Saint-Martin-des-Champs. C'est là où Saint-Martin a donné la moitié de son manteau à un pauvre, c'est à cet endroit-là. Et donc il y a une chapelle qui a été élevée à la mémoire de Saint-Martin. Et donc l'avion est suspendu au toit de la chapelle. Et ils ont installé des espèces de praticables. C'est très bien fait. On monte et on arrive à peu près au niveau des... J'ai fait quelques photos, je vous montrerai tout à l'heure. On arrive au niveau des roues. Et c'est là où on se rend compte vraiment que les roues de bicyclette, etc. Enfin, il fallait quand même avoir ou du courage ou de l'inconscience ou je ne sais pas quoi pour traverser, pour faire ce qu'il a fait, quoi, voilà. Donc les meetings continuent. Là, il est à Rouen et toujours ma grand-mère là qui est toujours à ses côtés parce qu'elle le lâche pas. Enfin, elle est toujours avec lui pour l'encourager, pour l'aider, etc. Et donc après ça, il faut essayer de vendre ses avions à l'étranger. Donc il va voler. Alors là, il est toujours en octobre 1910. C'est François Joseph, le mari de Sissi, là, et mon grand-père à côté, qui vient de faire une démonstration. Là, il est à Biarritz, il y avait un petit aéroport qui s'appelait l'aéroport de la Nive, et donc il est allé voler devant Édouard VII, le roi d'Angleterre, qui était très, très francophile, hein, qui était passionné d'aviation. Alors ça, c'est assez drôle, parce que c'est, on dirait, le Tintin et le Lotus bleu. Il y a une délégation chinoise qui est venue, un prince Tsetave, qui est venu et la Chine envisageait déjà, la Chine pensait déjà peut-être acheter des avions, je veux dire, donc déjà en 1910, voilà, ils avaient déjà des idées, donc voilà, monsieur-là. Donc après ça, il est allé en Espagne, là, il est avec le roi d'Espagne, tout ça pour faire des volets et essayer de vendre, parce que maintenant, je ne sais pas qu'ils étaient représentants de commerce, mais il y avait un petit peu de ça, il fallait qu'il vende ses avions, et quand c'était lui qui allait, évidemment, c'était... Alors là, ça, c'est quelques photos, j'ai rassemblé là, des petites photos qu'on a dans la famille. Et donc, il va commencer à construire des avions, il va ouvrir un hangar à Levallois, et voilà le premier catalogue de l'aéronautique de toute l'histoire. C'est comme ça le format d'un cahier, c'est un petit cahier. Et donc, c'est pour acheter tous les pièces détachées, etc. Et voilà, donc il va exposer en beaucoup plus grand cette fois-ci, donc en 1910, toujours ce salon de la locomotion aérienne. Et voilà les hangars, donc il va s'installer route de la Révolte à Levallois, et voilà l'usine dans laquelle il va construire ces fameux Blériot 11 qui vont, parce que le Blériot 11 va être construit à plusieurs milliers d'exemplaires. Et voilà, donc devant un avion dehors, et voilà. Et là, vous avez la pub et donc toujours les monoplans Blériot avec l'oiseau au-dessus et qui n'a donc que deux ailes. Alors voilà les ateliers dans lesquels on construisait la machine à coudre. Enfin voilà, pour vous montrer, voilà les ailes, c'est des morceaux de bois associés comme ça, perpendiculairement, et à côté, on piquait à la machine la toile matelassée pour recouvrir les ailes. Et ma grand-mère me racontait que des fois, il fallait finir un ourlet ou je sais pas quoi, elle prenait son aiguille et du fil et elle finissait l'ourlet et ramenait à la maison le soir, et voilà. Donc les avions ont été construits là, voilà, donc ils partaient, ils étaient livrés aux personnes qui les avaient achetés, donc ils partaient dans des voitures à cheval,
Alors, il pouvait aussi prendre le train. S'il y avait une grosse commande, on envoyait les avions par train. Et si on pouvait aussi avoir, comme tout à l'heure pour les phares, on pouvait avoir sa livraison personnelle. On avait acheté un avion et on pouvait se faire livrer son avion, la voiture qui livrait les avions. Donc, après ça, quelques photos de l'époque aussi. Donc, il fallait un cheval des fois pour amener l'avion sur l'herbe pour décoller. Je vous ai dit que mon grand-père était très pratiquant, très catholique, donc il faisait des fois baptiser ses avions. Il y avait un prêtre qui venait baptiser les avions. Là, voilà comment c'était sportif, comment fallait mettre les vis en route, donc c'était pas toujours facile, donc voilà. Et il va créer les premières écoles de pilotage, parce qu'il faut quand même savoir qu'il a jamais appris à piloter. Il a créé en 1910 la première école de pilotage, lui, et je vous ai dit tout à l'heure que bon, c'était pas du tout, c'était pas un sportif. La seule chose qu'il faisait, c'était du cheval. Il faisait un peu de cheval et il disait que pour conduire un cheval, il faut le même doigté, pour sentir le cheval, il faut un petit peu le même doigté que pour sentir son avion. Donc, et il joue au bridge, c'était ses seules distractions. Le bridge, c'est pareil, c'est aussi quelque chose où il faut réfléchir, et voilà. Donc il va créer à Pau en 1910 la première école de pilotage, et le voilà ici au milieu avec la casquette, avec ses élèves, entouré de ses élèves. Il va aussi construire il pensait que dans le fond, un avion, il y avait des roues de bicyclette, mais on pouvait aussi mettre quelque chose pour qu'il se pose sur l'eau, donc il a construit également des hydro-aéroplanes. Et voilà son brevet de pilote, qu'il ne passe qu'en 1911. C'est-à-dire que 2 ans après la traversée de la Manche, il obtient son brevet de pilote. Alors il est numéro 1 de toute l'histoire de Voilà, il a le brevet pilote numéro 1 de toute l'histoire de l'aviation. Alors j'ai cherché, mais j'ai pas réussi à savoir où on en est maintenant, parce que, bon, j'ai écrit le DGAC, etc., mais il ne peut pas plus me répondre, parce qu'en fait, maintenant, il y a les brevets de tourisme, il y a les brevets militaires, il y a les brevets ceci, brevets cela, donc ils ont été incapables de me répondre, enfin, peu importe. Donc, il a le brevet de pilote numéro 1, et il va créer son propre, il était assez visionnaire pour ça, il va créer son propre parc d'aviation, c'est-à-dire qu'il va acheter un énorme terrain à Buc en 1913, et il va envoyer tous les avions là, et il va créer aussi un espèce de petit aérodrome pour les aviateurs du dimanche, c'est pas du tout péjoratif, hein, mais c'est voilà, les pilotes, ils apprenaient à piloter, ils n'avaient pas forcément un avion, donc il fallait que le week-end ils puissent aller, voilà, donc c'était, vous l'avez une vue d'avion, voilà l'entrée, c'était près de Versailles, hein, Buc. Et voilà comment ça se présentait. Alors il y avait comme un hôtel, il y avait une salle à manger, il y avait un restaurant, il pouvait rester et dormir, voilà. Donc voilà une photo, et voilà ce qui reste aujourd'hui. Voilà, cette petite photo-là, il reste la porte de droite. Alors, c'est évidemment, mon grand-père est devenu, après avoir connu beaucoup de problèmes, etc., est devenu quelqu'un de célèbre et d'important, et s'est développé une espèce, j'appelais ça la blériomania. Enfin, c'est assez drôle. Donc là, vous avez la petite dame avec le chapeau en forme d'avion, le monsieur avec le nez, là, donc on a un petit peu tous dans la famille, un peu busqué comme ça. Voilà, on l'appelait le nouveau colosse de Rhodes, avec un pied en France et un pied en Angleterre. Alors donc, je vous ai mis le vrai colosse de Rhodes, là, à l'entrée du port de Rhodes. Alors, quelques caricatures. Alors bon, il traverse avec un drapeau, il vole entre la France et l'Angleterre. Et ça, c'était un journal satirique de l'époque. C'est Napoléon qui dit: mon Dieu, t'es venu trop tard, Berlioz, si t'avais été là, j'aurais envahi ça aurait été plus facile pour moi d'envahir l'Angleterre. Et donc là, jusqu'en 1914, il vend ses avions, tout ça va bien, et en 1914 va arriver la guerre. Donc avant 14, Roland Garros va donc traverser la Méditerranée en 1913. Tout à l'heure, je vous mettrai les 3 avions des 3 traverser la Manche, la Méditerranée et l'Atlantique. Donc Roland Garros va traverser l'Atlantique et il va mettre 7h53 minutes pour faire 780 km. Donc ça va assez vite parce qu'il y a 4 ans simplement entre la Manche et la Méditerranée. Et en 14 va arriver la guerre.
Donc les SPAD, qui sont, ça veut dire Société pour l'aviation et Société pour l'aviation et ses dérivés, c'est venu de Armand Desperdussin. Il a racheté une société en faillite qui était la SPAD également, mais c'était la société, je ne sais plus quoi, Armand Desperdussin. Donc pour pas changer l'acronyme, il a gardé le même nom. Donc les SPAD, ce sont ces avions qui ont fait le début de la guerre de 14, l'escadrille des Cigognes sur lesquels ont volé Guilmer et les autres grands tasses de la guerre. Donc le gouvernement va donner à mon grand-père, parce qu'il a besoin qu'on construise des avions, la France a besoin d'avions, donc va donner à mon grand-père un grand terrain, et voilà, on va construire là ce hall, voilà le hall en construction, et voilà ce qu'était l'entrée, c'était boulevard Gallieni, maintenant c'est quai Marcel Dassault, ça s'appelle maintenant, c'est 40 000 mètres carrés, et les avions étaient donc sortaient comme ça, il y avait une grande porte, là il y avait la Seine, hein. Là, il y a la Seine, en fait. Donc, les avions sortaient par cette grande porte, traversaient la Seine et étaient de l'autre côté et s'envolaient de, je ne sais plus jamais si c'est Longchamp ou Auteuil, mais un des deux hippodromes, et les avions s'envolaient de là. Alors, un nouveau catalogue, évidemment, plus important. Et ça, c'est une photo que j'ai mise à côté, c'est en 1936, c'est très peu de temps avant sa mort, mais c'est par rapport à l'aigle. Parce que cet aigle, qui lui a été offert par ses ouvriers très peu de temps avant sa mort, et déjà, beaucoup plus tard, et déjà il avait mis un aigle en publicité sur le catalogue. Donc voilà le bureau d'études de Blériot Aéronautique, et le voilà lui avec son chapeau dans son petit bureau en train de travailler. Et voilà les carcasses de SPAD dans le hall que je vous ai montré tout à l'heure. Donc 3484 SPAD vont être réalisés entre 1915 et 1918. Donc toutes les 50 minutes, il y avait un appareil qui sortait des usines. Alors ça, c'est... bon, j'ai pas le temps, après ça prend trop de temps pour vous la lire. C'est juste pour un petit mot rapide sur l'homme. Quand ma mère est décédée, ici à Cannes, j'ai rangé ses papiers, et dans sa carte d'identité, elle avait 97 ans, dans sa carte d'identité, pliée en 8, j'ai trouvé 7 lettres. Donc je ne savais même pas que cette lettre existait. Alors c'est une lettre que mon grand-père a écrite, le 7 novembre 1914. Et pendant la guerre, lui est resté évidemment dans son usine, et ma grand-mère et les 5 enfants sont partis pour Bagnères de Bigorre dans la famille de ma grand-mère. Et c'est une lettre donc qu'il écrit, manuscrite, qu'il écrit à ses enfants. Il leur dit qu'il pense à eux, que ses enfants lui manquent, etc. Il donne des nouvelles de la famille. Et à l'intérieur, il dit qu'à l'intérieur de la lettre, il met un billet de 100 francs, je sais pas à quoi ça pourrait correspondre, et il demande à ses enfants, donc en 1914, ma mère avait 11 ans, je veux dire, c'était des enfants tout petits quand même, hein, et il demande que les enfants s'occupent des pauvres et des malheureux, aillent dans les hôpitaux, etc., et distribuent de l'argent à tous ceux qui souffrent, parce qu'il dit que lui, la guerre n'est pas trop difficile pour lui parce qu'il a beaucoup de travail, voilà. Et donc, il dit à ses enfants dans cette lettre, quand vous avez plus d'argent, vous m'en demandez, l'important en ce moment, c'est que vous fassiez du bien autour de vous. Voilà, vous alliez leur rendre visite et tout. Et il signe à la fin, vous voyez, il signe pas papa, il signe Louis Blériot, votre père qui vous aime, enfin voilà. Donc, j'ai retrouvé cette lettre. Alors, donc, 1914, la guerre, et 1918, mais bien sûr, heureusement, merci, l'armistice. Mais lui, entre-temps, avait des commandes, avait des ouvriers. C'était quelqu'un de très paternaliste. Il fallait qu'il donne du travail à ses ouvriers. Donc, il s'est dit, comme il avait une idée par jour, il s'est dit, il faut que j'invente quelque chose pour donner du travail à mes ouvriers. Donc, c'était un petit peu l'ancêtre, voilà. Et il a mis une hélice et un moteur sur un bateau. Et il a été peut-être un des premiers à inventer les navires à grande vitesse. Il a dessiné des meubles. Alors, je trouve que ces meubles sont d'une modernité formidable pour 1914. Il a repris sa vieille idée de gaz à acétylène et de gaz chauffant pour inventer un projecteur pour que ces dames puissent faire sécher rapidement leur vernis à ongles. Et il a inventé ce qu'on appelle aujourd'hui le char à voile, mais qu'il a appelé l'aéroplage. À cette époque-là, ça s'appelait un aéroplage, hein. Donc il est l'inventeur de l'aéroplage. Il avait une maison à Ardelot, sur les bords là-bas de ces grandes plages du Nord, et donc il allait souvent là-bas, et donc il faisait des essais d'avion d'ailleurs sur la plage, et il a donc inventé l'aéroplage. Donc le voilà, c'est lui là et le voilà. Alors ça, c'est ma grand-mère.
lui il est debout derrière, et voilà ma grand-mère qui conduit le char, et les enfants, ma mère est là, voilà, et deux autres enfants là. Donc ça a été, et voilà, encore des essais sur la plage d'Ardelot, et au salon de la locomotion aérienne en 1913, il a exposé ses aéroplages. Alors il a aussi inventé des motos. Alors la moto Blériot, évidemment, elle ne roule pas, elle vole, donc c'est de la pub pour les motos. Il a dessiné des voitures, dont cette fameuse Whippet. Le Whippet, c'est un lévrier, un tout petit lévrier anglais qui court très très vite. Il y a des courses de Whippet en Angleterre. Donc voilà, il a dessiné la petite voiture qui est là, qui a gagné des rallyes, voilà. Et voilà, il y en a 3 au monde aujourd'hui. Il en reste encore 3, voilà. Donc en voilà une. C'est tout petit, hein, c'est minuscule. Alors il a inventé aussi ce qu'on sait moins. C'est la publicité aérienne, c'est-à-dire que moi, on en voit moins maintenant, ou alors c'est moi qui vais moins à la plage, mais il y a Carrefour, Auchan, etc., les avions qui passaient avec des grandes banderoles derrière, et en fait c'est lui, il a déposé le brevet en 1927 pour la publicité aérienne. Voilà. Donc ça c'est moi. Et après ça, donc on a eu la Manche, la Méditerranée, et bien entendu, il restait l'Atlantique à traverser. Et un beau matin de mois de mai 1927, arrive sur l'aéroport du Bourget ce beau jeune homme anglais qui avait un poseur de Kennedy, je trouve une photo tout à l'heure. Il se pose un beau matin comme ça sur cet avion, toujours des monoplans, hein, ça ne sera plus que des monoplans. Donc le voilà qui arrive, et il y avait personne il y avait un mécanicien sur l'aéroport du Bourget quand il s'est posé. Donc évidemment ça a été un événement aussi extraordinaire, et on lui a demandé ce qui lui ferait plaisir, et là, la première chose qu'il a demandé, c'est de rencontrer mon grand-père, en disant que si mon grand-père n'avait pas fait ce qu'il avait fait, lui n'aurait jamais fait ce qu'il avait fait. Donc c'était une statue du commandeur un petit peu pour Lindbergh, et donc l'aéroclub a organisé un déjeuner que voilà. Donc quelques jours après, voilà mon grand-père en train mon grand-père qui va mourir 10 ans après là, mais donc il embrasse Lindbergh sur le balcon de l'aéroclub. Alors il y a un déjeuner formidable, et voilà toute la famille. Donc vous avez donc de gauche à droite mon grand-père, vous avez après les 3 filles et ma grand-mère ici au milieu, la tête qui dépasse, ici les 3 filles. Ici vous avez donc Lindbergh. Le petit en costume marin, là, c'est mon oncle qui était né en 18, donc il avait 9 ans, mon oncle Jean Blériot. Et ici, vous avez Charles Fontaine, celui qui a tenu le drapeau sur les falaises de Douvres. Et voilà le menu qui était le menu que j'ai, qui était donc le menu de ma mère, dédicacé to Miss Ginette Blériot, maman qui n'était pas mariée, donc signé Lindbergh. Alors je vous passe ce qu'ils ont, voilà, ce qui est un menu, un déjeuner imposant, avec toutes les grandes voilà, célébrités de l'époque qui ont signé ce menu. Alors le 25 juillet 34, bon ça avance, on va fêter le 25e anniversaire de la traversée de la Manche. Mon grand-père était toujours vivant. Donc à Buc, il va y avoir une cérémonie. Donc Albert Lebrun qui est là, enfin le monsieur qui fait son discours là, qui était le président de la République de l'époque. Donc Albert Lebrun qui va faire un discours. Et là vous avez une photo que j'ai retrouvée il y a peu de temps, mais que je trouve très très jolie, qui est ce même jour, hein. Alors je trouve que ma grand-mère a l'air très très émue avec son bouquet de fleurs dans la main, et mon grand-père qui la regarde avec beaucoup de tendresse. Je trouve cette photo est très jolie. Donc ça c'est toujours ce même jour, hein, c'est le 25e anniversaire de la traversée de la Manche, et ça c'est une photo, parce que dans la famille, c'est encore le cas aujourd'hui, le fils aîné s'appelle Louis. Alors il y a un petit Louis, enfin depuis toujours, le fils aîné donc s'appelle Louis. Alors là vous avez 3 générations, donc mon grand-père au milieu de son père et de son fils. Alors à droite là vous avez donc le premier fils, il a eu 3 fils, le premier fils, celui qui aurait certainement repris l'affaire et qui est mort, il a fait une crise d'appendicite avec une péritonite qu'on n'a pas eu le temps d'opérer. Il avait 23 ou 24 ans, et ça a été bien entendu un désespoir pour... voilà, c'était donc mon oncle Louis. Alors donc à la fin de sa vie, il avait une maison en Sologne que voilà, avec une petite chapelle, hein, qui est restée très longtemps dans la famille. Et donc c'était là, il était heureux avec son chien, et il faisait des grandes balades dans la forêt. Enfin là, c'était tout à fait ce qu'il met. Donc il a fini, pas mort là, mais enfin il a
fini sa villa. Voilà deux photos style, Harcourt de mon grand-père et de ma grand-mère en 1935. Et voilà une des dernières photos, très peu de temps avant sa mort. Ils habitaient boulevard Saint-Germain, l'immeuble qui fait l'angle du boulevard Saint-Germain et de la Seine, exactement en face de l'Assemblée nationale. Si vous passez, prenez le boulevard Saint-Germain à gauche, et il y a une grande rotonde qui fait l'angle. Et donc ils habitaient là-haut. Et il est mort là. Un matin, il se lève dans la salle de bain, ma grand-mère entend un plouf, un grand bruit, et il était mort. Dans la salle de bain, en se rasant, voilà. Bon, on dirait que c'est une belle mort, mais enfin, il est mort en 36, donc il est mort quand même assez jeune. Et donc voilà, il a été enterré des funérailles nationales aux Invalides. Donc voilà le cortège, enfin le cortège, oui, avec le cercueil qui est sur une prolonge d'artillerie. Et l'enterrement a été dans la Saint-Louis des Invalides, dans la cour des Invalides. Donc voilà son cercueil qui rentre dans la cour des Invalides. Donc il est mort en août 36. Le 5 août, c'était le Front populaire qui a été décrété le 8. Donc il ne l'a pas vu. Sa usine a donc été nationalisée et a été l'État a donné des parts à Marcel Dassault qui a récupéré donc les usines Blériot. Donc voilà son enterrement. Il est enterré à côté de Versailles dans le cimetière de Buc où sont enterrés toute la famille. Ma mère y est également. Enfin voilà, donc avec ma grand-mère, voilà la tombe. Et très vite en 1936, lui il n'a jamais voulu, il n'a jamais accepté. Il détestait les honneurs, c'était pas du tout sa chose. Mais donc dès que ma grand-mère a été faite citoyenne d'honneur de la ville de Baraque, ça c'est la délibération du conseil municipal, et du coup les baraques sont devenues Blériot-Plage très très peu de temps après la mort de mon grand-père. Donc on va démolir ce hall, l'usine va donc être, l'État va donner des parts à Marcel Dassault, et le hall va être détruit, et donc elle va avoir de nombreuses, elle va changer de nom, donc mais il faut savoir qu'on a toujours gardé. Ce qui change, si vous verrez, c'est ce qui est là-haut, c'est laïque ici, Blériot Aéronautique est toujours resté. Donc la SN Caso, c'était l'entreprise, enfin voilà, de Marcel Dassault, c'était la Société nationale de construction aéronautique du Sud-Ouest, donc c'était Marcel Bloch Dassault. Après ça, en 1957, c'est devenu Sud Aviation, vous voyez toujours Louis Blériot qui reste, et Sud Aviation, c'est là qu'on a, non pas construit, mais qu'on a dessiné Caravelle, dans l'atelier de... D'ailleurs, le laboratoire, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle Blériot, Louis Blériot, là. Donc après ça, bon, c'est devenu, avant qu'elle ne vienne ici à Cannes, ça a été l'aérospatiale. Toujours, on a toujours laissé le Blériot Aéronautique en dessous. Alors là, vous avez une photo qui a été faite par mon cousin et qui rassemble trois originaux, si j'ose dire, c'est-à-dire un vrai Blériot 11 de l'époque, une moto de l'époque, et la Whippet, qu'il n'a plus maintenant, mais une Whippet donc qu'il avait. Donc cette photo rassemble les trois choses que mon grand-père, en tant qu'entrepreneur, si vous voulez, a construit. Alors donc mon grand-père meurt en 1936 et ma grand-mère en 63, donc elle a continué encore très longtemps à perpétrer la mémoire de son mari. Elle était présidente des Vieilles Tiges, machin. Elle a continué à être toujours dans le milieu de l'aviation, les ventes de charité, etc. Tout ce qui était pour l'aviation jusqu'à la fin de ses jours. Hein. Donc là, c'est le 30e anniversaire de la traversée de la Manche, donc la voilà toute seule, elle s'en va en Angleterre pour l'anniversaire. Là, le 25 juillet 1959, c'est donc le cinquantenaire, elle était toujours vivante, et il y a eu alors le maire de Calais était le frère de Madame de Gaulle, Jacques Vendroux. Donc il y a eu des fêtes très très importantes en 1959, et ma grand-mère, voilà, très élégante là, et là c'est moi, elle est en train de m'expliquer comment, je sais pas, comment construire un avion. Là, juste 3 notes. Voilà, je n'en pas plus, mais voilà, là, il inspire aussi les musiciens, là, des chansons, la Marseillaise de l'aviation. Et voilà, donc l'avion, tel qu'il est aujourd'hui, accroché au plafond de vous voyez, on voit bien la chapelle, du Conservatoire des Arts et Métiers. Donc vous voyez bien, voilà, les roues.
C'est le vrai, hein. C'est vraiment celui qui a traversé la Manche. Donc, vous voyez les roues de bicyclette, je veux dire que c'est ce qui impressionne le plus les enfants quand ils voient ça, c'est des roues de vélo, voilà. Donc, il est là, toujours, on peut aller le voir. Et pour le centenaire, donc ma grand-mère, il n'y avait plus ni enfant, ni ma grand-mère, ni aucun des 6 enfants, mais nous les petits-enfants, donc nous avons été invités là-bas, et il y a eu, bien entendu, pour le centenaire, des tas de festivités. Donc voilà, ça a été restauré, le monument que je vous avais vu tout à l'heure, donc qui a été refait et qui a été dévoilé. Il y avait un énorme drapeau français sur là, et donc vous voyez tous ces gens qui ont roulé le drapeau, et l'avion a été tout refait. Voilà le boudel d'hélice, pardon, que vous voyez au-dessus de la tête de ma grand-mère qui était là, et ça c'est la petite plaque évidemment en anglais, mais qui est au croisement des ailes et du fuselage, voilà. Et donc on a fait voler, nous avons traversé la Manche à la même heure sur un bateau, sur un ferry entre Calais et Douvres, et en même temps, il y a la famille Salis, je ne sais pas si ça dit quelque chose à certains d'entre vous, je pense bien sûr. Donc c'est une famille qui a un aérodrome à la Ferté-Alais et qui reconstruit des anciens avions, qui fait des fêtes tous les ans. Maintenant ils sont un petit peu dans un peu de problèmes parce qu'il y a de moins en moins de gens qui viennent, et donc c'est une génération de père en fils, ils volent, et ça c'est le dernier enfin il y en a peut-être un maintenant depuis, mais c'est le petit, c'est Jean Salis, c'est le dernier qui a traversé la Manche sur un Blériot 11, enfin pas de l'époque, revu, et voilà, et donc le voilà qui se pose, voilà, il arrive là, alors il a mis quand même 7 minutes de plus, voilà, le moteur était le même, enfin c'était vraiment le même avion, et il a mis 7 minutes de plus, mais il a traversé le 25 juillet 1909, il est arrivé à Douvres aussi. Alors, non, par là. Voilà, alors 3 noms dont on se souvient moins, mais juste un tout petit mot. Harriet Kennedy, qui est la première femme, c'est pas du tout pour faire du féminisme, mais quand même c'est la première femme qui a traversé la Manche, donc sur un Blériot 11. Donc cette femme, le 15 avril 1912, a traversé la Manche, elle était jolie comme tout, mais le 15 avril 1912, il y a eu malheureusement un autre événement beaucoup plus important qui était le naufrage du Titanic, et donc elle a traversé la Manche le jour même, donc évidemment on a beaucoup plus parlé du naufrage du Titanic que de cette première traversée féminine. Le deuxième qui va traverser la Manche après mon grand-père, peu de temps après quand même, c'est Jacques de Lesseps, c'est le fils du Ferdinand du canal de Suez, hein, c'est son fils, donc, et qui va atterrir beaucoup mieux que mon grand-père. Voilà. Et le troisième, c'est M. Rolls de Rolls-Royce, mais lui va faire un aller-retour. Ça va être le premier aller-retour non-stop entre Calais et Douvres, donc c'est l'ingénieur Rolls qui après ça s'est associé à M. Royce pour faire les Rolls-Royce. Alors mon cousin qui s'appelle Louis Blériot, qui est donc le fils d'un fils, moi je suis la fille d'une fille, donc je ne me suis jamais appelée Blériot, mais mon cousin Germain a voulu, lui, renouveler l'exploit de notre grand-père, donc il a retapé un avion, etc. Il a passé son brevet de pilote pour l'occasion, et puis malheureusement, il est parti aussi, et il n'est même pas arrivé jusqu'à la Manche, il a volé 3 minutes, et il est tombé tout de suite. Dans l'eau c'est pas la Manche, hein, l'eau c'est un étang ou quelque chose comme ça dans lequel il est tombé, alors on le voit là, complètement, évidemment, déçu. Alors là, vous avez, juste pour se faire une idée, hein, donc les 3 avions des 3 grandes traversées, qui sont donc 3 monoplans. Alors, donc en 1909, le Blériot 11, donc il va mettre 37 minutes pour faire 33 km, donc il va 54 km/h. Après ça, sur le Morane-Saunier, Roland Garros va traverser la Méditerranée, il va faire 800 km en 8 heures, donc il va voler à 100 km/h. Et en 27, Lindbergh va traverser l'Atlantique, il va mettre 33 heures 30 minutes pour faire 5800 km de traversée, et il va voler à 173 km/h. Voilà, donc en fait, on va passer de 54 à 173, évidemment c'est beaucoup plus vite, mais je veux dire, c'est pas une énorme... Et alors là, on fait un grand bond dans le temps, mais le 20 juillet 1969, c'est-à-dire pratiquement 60 ans jour pour jour, hein, du 25 juillet au 20 juillet. 60 ans, c'est rien, je veux dire, c'est une vie d'homme, enfin, c'est rien du tout, 60 ans. Ben, il va se passer 60 ans entre la traversée de la Manche, que je vous ai montré, ces petits bouts de tissu, etc., et l'arrivée, l'atterrissage sur la Lune. Donc voilà
la photo, enfin, donc Armstrong qui descend. Et donc, vous avez tous vu, maintenant, on va sur Mars, c'est absolument prodigieux, voilà. Et, je ne sais pas si vous avez vu les images hier soir, mais c'était absolument somptueux, magnifique. Donc, l'accueil, alors vous avez vu quand mon grand-père est venu, là, sur les grands boulevards, c'était aussi un exploit extraordinaire, et ça, c'est la 5e avenue, Park Avenue, je ne sais plus, à New York, avec les astronautes on leur jette des confettis, etc. Les deux choses sont absolument incomparables, on ne peut pas comparer l'une et l'autre, mais si on les replace, il faut les replacer dans le contexte de leur temps et se dire que finalement, l'un n'a pas plus de valeur que l'autre, je veux dire. Mais c'était quand même pour l'époque, à chaque fois, deux choses absolument incroyables pour les gens de l'époque. Donc là, tout récemment, donc en 2015, donc 106 ans après, il y a la société, je ne sais plus, je crois que je ne sais plus qui, donc a construit un petit avion électrique. Voilà, comment ? Airbus, voilà. Donc Airbus a construit ce petit avion électrique qui a été donc le premier avion à traverser la Manche, et dans le sens Angleterre-France. Hein. Et il s'est posé sur l'aéroport de Calais, et qui l'accueillait, qui était là pour l'accueillir, bien entendu, le petit Blériot. Alors ça, bon, maintenant, en 2017, il y a une voiture volante qui a traversé la Manche, il y a quand même des idées formidables. Évidemment, vous vous souvenez tous, malheureusement, il n'a pas réussi le 25 juillet, il voulait rendre hommage à mon grand-père, il a réussi quelques jours plus tard, mais Zapata qui traverse la Manche, c'est aussi extraordinaire. Et je ne sais pas si vous avez suivi, il y avait sa femme aussi qui était là, qui l'habillait, qui le harnachait, qui était sur cette petite estrade là quand il est parti. C'est un petit peu comme était ma grand-mère, qui disait à quel point sa femme l'avait soutenue, avait été importante. Et en juin 1969, donc 60 ans après la traversée de la Manche, André Turcat, moi je me rappelle, j'étais allé à l'avenue de la Grande Armée, je sais pas quoi, il avait survolé l'avenue Foch et les Champs-Élysées avant d'aller se poser au Bourget. C'est André Turcat qui était aux commandes de Concorde 001 et qui a été exposé au salon du Bourget. Et qu'est-ce qu'on a mis également? Voilà, Concorde. Et voilà, qu'est-ce qui était à côté de Concorde également? C'était donc le vieil ancêtre, petite chose qui était là, mais qui tenait sa place finalement à côté de Concorde. Voilà. Ben, je vous remercie infiniment. J'espère que on n'a pas traversé la Manche, mais j'espère que vous avez passé un moment agréable. Voilà. Merci à vous.